Et bonjour, comment allez-vous? Et bienvenue dans ce nouveau bienvenue dans ce nouveau, gros talk. Aujourd'hui, je reçois, Maxou et Jamy, et on va discuter ensemble, blockchain et crypto-monnaie, c'est notre, thème du jour. Alors pourquoi, j'ai invité ces 2 personnes-là? C'est une très bonne question. Parce que, alors dans mon entourage, parmi les personnes où je suis sûr qu'elle s'intéresse au sujet, non pas en surface, mais vraiment en profondeur, c'est-à-dire sur la partie technique également et qui font attention à tout ce qui pourrait être, attrape-couillon. Je sais que ce sont des bons intervenants à ce niveau-là et d'ailleurs, je tiens à tout de suite, d'entrée de jeu, faire un gros disclaimer sur ce talk. On n'est pas là pour vous donner des conseils, ni vous dire, «Il faut faire ça, il faut faire ça». On est là pour vous donner, des petites bases, vulgariser certaines choses et on vous invite, j'imagine que les gars le diront régulièrement, à aller chercher l'information par vous-même. Bienvenue à tous sur le chat. On va discuter de crypto, de blockchain et de plein de trucs cool Mmh, aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On essayera d'y répondre ou alors on vous ignorera tels des énormes sacs. Et ce sera avec très grand plaisir. exactement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime beaucoup le second degré. Mais en vrai, je vous aime bien le chat. Bon, ça va. Euh, bon, C'est ton disclaimer à toi. ouais, c'est mon disclaimer. C'est en gros pour dire que je suis un être détestable. Mais des fois, ça va. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Tu un disclaimer, Jamy, aussi? Non, du tout. Si, disclaimer avec mon son. Je suis désolé pour le son qui peut-être résonne un peu parce Bah, que je il suis en t'entendait plein pas tout à l'heure. déménagement. Oui, et qu'on m'entendait pas tout à l'heure, mais ça, c'est pas grave. Mais bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis content d'être là. Et ouais, faites gaffe à tout ce qu'on prend, tout ce qu'on dit. Prenez-le en vérifiant nos informations. Voilà. Tout à fait, Mm. tout à fait, tout à fait. Et je précise que du coup, le live, il est réalisé dans des conditions, tu sais, c'est un peu les conditions dégradées, genre il y a des gens qui font grève, etc. C'est comme les JT des fois. Donc là, on est dans des conditions dégradées. Je ne suis pas chez moi. Jamy n'a pas de setup de live. Il y a que Max qui est à peu près dans un setup habituel. Ouais, enfin, moi, je suis à l'autre bout du monde, hein, donc Oui, on voilà. peut blâmer le lag. Voilà. Donc, ça se peut qu'il y ait des pertes de paquets, etc. Là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, si vous allez nous retrouver. Et de plus, le replay sera disponible en bonne qualité. Vous pourrez réentendre tout ce que vous n'avez pas entendu. C'est parti. Effectivement. L'objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est vraiment poser des bases pour la suite. Et on va commencer par un concept. Alors moi, c'est un concept, c'est marrant parce que pourtant, je suis dans la tech aussi, j'en entends parler assez régulièrement. Hier, j'en ai entendu parler. Et je ne sais toujours pas vraiment qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est la blockchain. Est-ce que vous avez des éléments? Allez, on fait pas de pierre feuille ciseaux, j'y vais. Euh, Vas-y. la blockchain, c'est un très très, c'est un très très gros mot en fait. Ça veut tout et rien dire. Euh, on l'entend très régulièrement en ce moment comme un espèce de gros buzzword qui est censé faire survendre un peu certains projets qui sont censés être Web3, blockchain, NFT, tout ça. Finalement, la blockchain, quand tu résumes vraiment le concept en soi, c'est une énorme feuille Excel dans laquelle on met plein d'informations qui sont vérifiées par énormément de monde. Et tout ça, ça crée un espèce de consensus qui fait que sur un certain réseau donné, dans une certaine communauté donnée, donc là en l'occurrence c'est une communauté crypto, mais on verra que ça a tendance à s'étendre sur quelque chose de beaucoup plus large, ça fait que le concept de blockchain, pourquoi est-ce que c'est si révolutionnaire? C'est parce que ça te permet de faire des échanges de valeurs sur Internet sans avoir à faire confiance à ton interlocuteur, sans avoir à faire confiance à la personne qui est en face de toi, parce que Hmm. tu as simplement un protocole en plein milieu qui assure de la véracité des informations des deux côtés. Donc finalement, la blockchain, c'est un concept qui est juste très chiant. C'est des grosses lignes de code dans un très très gros registre qui finalement permettent d'échanger un truc qu'on appelle un bitcoin, mais on pourrait l'appeler dans plein d'autres choses. Il y a énormément de crypto-monnaies aujourd'hui. Le concept de la blockchain, c'est juste le registre en fait de toutes les transactions et de tout ce qui se passe
dans un écosystème donné qui, le plus connu d'entre eux étant le Bitcoin. Ok. Et aujourd'hui, pourquoi les boîtes, peut-être que Jamie aura une réponse, pourquoi les boîtes, elles ont besoin aussi de la blockchain? Est-ce que vous avez des cas, des exemples métiers où une boîte peut avoir besoin de cette techno-là? Ouais, comme a dit Maxime, en gros, la blockchain, c'est un registre qui identifie les transactions depuis le début. Du coup, en fait, tu as une traçabilité qui a été prouvée et vérifiée depuis le début. Par exemple, pour le Bitcoin, on va parler de bloc Genesis. C'est vraiment depuis le tout début du lancement du protocole. Et donc, en fait, sans parler de monnaie, etc., tu peux aussi faire de l'échange de données. La valeur, ça peut être autre chose que de l'argent, ça peut être juste de la donnée. Et du coup, tu peux utiliser ce concept de blockchain pour avoir un moyen de tracer une donnée du début à la fin, une donnée ou un objet physique. Ça peut être virtuel ou physique. Quelque chose de tout bête, il me semble que c'est Carrefour qui faisait ça, et il traçait la production des œufs et pouvait prouver toutes les étapes de fabrication des œufs jusqu'à leur vente. Tu peux voir ça aussi LVMH dans aussi. l'art. Mm, Oui, LVMH aussi, oui, mm, mm. voilà, quelques exemples. Ok, donc ça permet, ouais, ça permet Alors c'est ça, le mot-clé que tu as donné, Max, c'était la véracité de l'information. Donc en fait, on peut faire confiance de manière vraiment aveugle ou... En fait, non, justement, et c'est ça qui est très bien dans la blockchain en général, et c'est une valeur qui est vraiment beaucoup prônée dans une grande majorité de protocoles, alors pas tous, c'est Ouais, un mot qu'on entend régulièrement, c'est la décentralisation. Mhm, Le but premier de Bitcoin à l'époque, c'était de pouvoir détenir en fait sa propre monnaie, sa propre valeur. Parce que finalement, quand tu détiens un billet ou une pièce, ou alors que tu as de l'argent sur ton compte en banque, finalement, tu n'as qu'un équivalent d'une espèce de richesse qui serait théoriquement contenue dans les caisses de l'État, ou alors tu as confiance dans le fait que ta banque, quand tu vas aller retirer ton argent pour acheter ta baguette, elle va te donner l'argent. Sauf que le souci, c'est que si ta banque demain te refuse le retrait, ce qui est tout à fait possible, du coup, ton argent, en fait, tu ne la détiens pas réellement. mhm. La différence avec Bitcoin, c'est que, et d'ailleurs, tu ne sais pas, une fois que tu déposes ton argent à la banque, tu ne peux que faire confiance dans leurs déclarations, mais tu ne sais pas exactement en détail où est-ce que ton argent va, ce qu'ils font avec ton argent, etc. À l'extrême opposé de ça, tu as Bitcoin qui vient d'une espèce de communauté qui est c'est très deep, hein. Il s'appelle, c'est une communauté de cryptographes, de cypherpunk, de mecs qui sont très centrés sur la donnée personnelle, sur la privacité, le fait de détenir les choses et le fait de maîtriser en fait ce genre de choses. Et en fait, ces gars-là, ils s'étaient dit, mais comment est-ce qu'on peut détenir nous-mêmes ces assets en fait qui existent sans avoir à faire confiance à une tierce personne, mais en faisant confiance à un protocole, par exemple, ou un logiciel, en l'occurrence le code de Bitcoin ou de quoi que ce soit. Mhm. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'en termes de traçabilité, Jamie vient de le dire, finalement, que c'est un gros registre. Mais si aujourd'hui tu vas sur Bitcoin Scan ou quoi que ce soit, en fait, tu as accès à ce registre. N'importe ouais, qui peut aller sur le registre et voir exactement toutes les transactions qui se sont passées depuis le début, depuis le tout premier bloc qui a été miné en 2009 de mémoire, j'ai plus la date exacte. Mais depuis le tout premier bloc, tu vois comment est-ce que les bitcoins ont été créés. Donc ça, c'est grâce à un effort de minage, mais on ne va pas vraiment détailler le minage aujourd'hui parce que c'est très complexe. Et tu vois exactement d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils sont allés, et tu peux aussi les tracer. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que du coup, tu as une réelle transparence, ce que tu n'as pas dans la finance traditionnelle, mais aussi plus généralement dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, quand tu vois que nos grands-parents, par exemple, ils cultivaient leurs propres légumes et ils abattaient leurs propres poulets, ils savaient d'où ça venait, comment ils étaient élevés. Tu les entends, ces mêmes personnes se plaindre aujourd'hui qu'on consomme de la merde et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Avec un registre et une technologie propre qui est la blockchain, tu pourrais retracer exactement tout ce qui vient et vérifier exactement ce qui s'est passé sur ton aliment, ton objet, etc., sans avoir à faire confiance à l'entreprise à laquelle tu l'achètes, mais en faisant confiance au consensus ou au protocole qui englobe tout ça. Et en plus, tu pourrais toi-même aller le vérifier.
Et c'est C'est ça qui ça. fait que c'est vraiment une grosse révolution. Hmm. En fait, c'est toute une énorme règle de transparence. Et même, donc il arrive que des entreprises créent ces protocoles, parce qu'il n'existe pas que le Bitcoin comme protocole. Et en fait, en général, ces entreprises elles vont mettre en public les règles de ce protocole. Et l'entreprise ne peut pas vraiment agir toute seule sur les règles de ce protocole, les changer, etc. Ce qui fait qu'on peut avoir bien plus confiance au fait que l'entreprise derrière, elle ne fasse pas quelque chose en soum-soum. Elle ne laisse pas une backdoor ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, toutes ces règles seront publiques et vérifiées par beaucoup de gens compétents. Et du coup, ça se sait, ça se voit, c'est public, c'est transparent et ça s'auto-vérifie. C'est le principe. Tout s'auto-vérifie. D'accord. Vous vouliez rajouter un truc? Ah, ok, Non, d'accord. en fait, finalement, je reviens sur ta question qui disait un peu comment est-ce que ça fonctionne. Tu Hmm. as plusieurs façons de faire fonctionner une blockchain. Sans trop rentrer dans les détails, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as soit besoin de fournir un certain travail, une certaine puissance de calcul, c'est-à-dire faire tourner un ordinateur qui va faire des calculs pour aller calculer toutes les transactions qui sont arrivées, pour les mettre dans un fichier qui va s'appeler un bloc. Et ce fichier-là va être ajouté sur la chaîne de blocs. Mhm. Et comme ça, c'est comme ça que tu peux retracer tout ce qui s'est passé depuis le début. Mais tu as aussi d'autres consensus qui font que tu dois mettre comment dire, tu dois bloquer une certaine somme d'argent sur le protocole pour être, entre guillemets, légitime à valider les opérations. Et si tu légitimes des opérations qui ne sont pas réelles, justement, tu perds cet argent. Donc, tu as une incentive économique. Et en fait, ça, c'est les deux grosses technologies qui existent à l'heure actuelle. Une qui est quand même plutôt pas mal décriée pour sa consommation en énergie, l'autre qui est un peu plus décriée pour le fait qu'elle est peut-être plus centralisée, c'est-à-dire que elle est plus facilement entre guillemets manipulable et un petit peu moins sécurisée. Mais pour l'instant, c'est un petit peu les deux grosses technologies qui se battent en duel pour savoir laquelle sera la meilleure sur le long terme. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de meilleure, c'est plus un choix à faire sur la longue durée et de voir où est-ce que tu veux amener soit ton projet, soit ton protocole. Donc tu peux choisir l'une ou l'autre à la base, bien sûr, parce qu'après, c'est très difficile de le changer, n'est-ce pas, Ethereum 2.0. Et aujourd'hui, du coup, les deux cohabitent, c'est ça? Les deux manières de faire les choses? Oui, c'est ça. C'est ça. Les deux J'ai cohabitent à bien l'heure vu. actuelle. Donc, j'ai lu sur tes lèvres que tu me disais oui, et j'avais une autre question, parce que justement, alors, question un peu novice, mais quand on entend parler, quand on met des noms sur les protocoles, justement, on entend parler, je pense, de Ethereum, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue d'évoluer, il continue d'y avoir des nouvelles propositions, ou est-ce que c'est un peu figé? Ah, Vas-y, Jamy, je te laisse répondre. ça ne fait que évoluer. Tous les jours, on voit de nouveaux protocoles plus ou moins honnêtes. Je dis bien plus ou moins honnêtes parce qu'il y a il y a beaucoup d'attrape-pièges. Et en fait, là, tout de suite, si je veux, dans l'heure, je peux créer une blockchain. Ok, C'est pas un souci. C'est du code. Il suffit de copier-coller un peu ce que fait une autre blockchain, de changer le nom, de changer quelques règles. Et j'ai créé une nouvelle blockchain. Maintenant, il y a les grands noms parce que ce sont des protocoles qui sont solides parce qu'ils ont des buts. Ils ont des buts, ils ont des règles solides, ils ont des gens solides derrière. Il y a plein de choses à vérifier. Qui est derrière ces protocoles, comment ils fonctionnent, qui a les droits. Il y a plein de choses à vérifier. Et du coup, c'est plus ces grands noms qui vont avoir un peu plus de mal à bouger, mais ils bougent. ok. Ça prend du temps. On voit que si par exemple on parle de capitalisation, on voit que ce top de capitalisation, c'est un peu un Je concours sens que entre tu vas guillemets, parler de mais Luna, Jamy, et ça me fait mal déjà. oui, c'est ça. Il Alors, peut y avoir le faudra projet Luna, mais définir les termes, ça, notamment Luna, capitalisation. ouais, le terme capitalisation, c'est tu Ouais. prends en fait la valeur de tous les assets sur un protocole et tu les additionnes et ça fait le montant exact de capitalisation, ce C'est que un vaut en volume. fait la blockchain.
C'est Ouais. pas un volume d'échange, c'est En- si tu arrêtes tout actuellement au prix actuel Ok, de combien il y ton a? protocole fois le nombre de tokens, ça fait son poids. Ça Ok, fait sa valeur. C'est-à-dire, si le Bitcoin vaut 1 dollar et que tu as 1000 Bitcoins en circulation, bah, ok, sa market cap, elle est de 1000 dollars. ok. C'est la valorisation totale. C'est ça. Et c'est une bonne question ce que tu disais, et je rebondis rapidement sur ce que disait Jamy. Désolé, je te coupe. Mais Vas-y, vas-y. quand il disait que ça bougeait énormément, effectivement, ça bouge beaucoup, et c'est la raison notamment pour laquelle on vous dit de faire vos recherches et de faire attention. Parce que moi, je viens de me faire, comment dire ça très poliment, je viens de me faire slash par le marché. Le marché m'a un petit peu rappelé à l'ordre il y a très peu de temps sur un protocole qui s'appelle le Luna, et sur lequel j'avais investi parce que j'avais fait mes recherches, j'avais fait mes devoirs, et il était magnifique et c'était monté sur une capitalisation qui était énorme. Le protocole était presque too big to fail, et en fait il est passé de 90 dollars à 0,0000x centimes en 72 heures de temps récemment. Donc effectivement, même les énormes mastodontes bougent, et ça arrive assez régulièrement, et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention, et il faut aussi faire attention à ce qu'on investit dedans. Donc c'est pour ça que je disais que ça bouge quand même pas mal parce que tu peux très facilement créer une nouvelle blockchain, que tu aies une bonne raison ou pas, et que même les gros qui sont là depuis longtemps, ils peuvent disparaître, que ce soit pour une bonne raison ou pas, Et, d'ailleurs. et du coup, ça, est-ce que ça, du coup, rend pas le truc complexe pour les personnes qui sont un peu plus novices, justement, le fait que ça évolue comme ça, est-ce qu'on n'a pas l'impression euh, que, 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 que d'un coup, il y a un truc qui est génial et en fait, comme vous dites, ça peut ne pas forcément l'être. Ça dépend en fait. En gros, on entend souvent cet adage dans la finance, mais aussi dans la crypto, qui est n'investissez Prêt à que ce perdre. que vous êtes prêt à perdre. Et Ouais. ça, moi, je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom, parce que tu n'es jamais prêt à perdre de l'argent. Par contre, n'investir que ce que tu peux te permettre de perdre, ça, je trouve ça quand même un petit peu plus C'est une phrase un peu sensé. déviée, mais c'est ça. Je m'explique. Tu n'es jamais prêt à perdre de l'argent. Quand tu mets de l'argent, notamment dans de la crypto, bah, c'est une certaine forme de diversification, une certaine forme Mm. d'investissement. Effectivement, la crypto, c'est extrêmement volatile, notamment quand on compare ça au marché un peu plus traditionnel, tout simplement parce que le marché est très très jeune en fait. Et quand tu regardes un petit peu toutes les théories économiques d'économistes, pardon, et que tu vois un petit peu comment fonctionnent les cycles, avec les cycles de plus de 10 ans, etc., tu vois que la crypto, c'est quand même quelque chose de très neuf. Mm. Tu as aussi beaucoup d'effets de nouvelles, etc. Donc, si jamais il fallait investir dans la crypto au début, le mieux, c'est d'y aller petit à petit, et de faire attention, et aussi de se dire que ben, je ne vais pas mettre, si par exemple j'ai 10 000 € à rembourser dans mon crédit étudiant, et je vais pas aller les YOLO dans de la crypto en me disant mais c'est pas grave, je vais les rembourser. Et mais non, Ouais. si tu te fais laver demain et que ton compte il tombe à zéro, c'est fini ton prêt étudiant, tu te débrouilles autrement. Donc du coup, je pense que la bonne démarche, c'est d'y aller petit à petit en mettant peut-être, je sais pas, 10, 20 euros, commencer. Et en fait, le fait de commencer à se mettre dans cet écosystème-là, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, c'est la diversification financière. Parce que à l'heure actuelle, les Français utilisent très peu de supports un peu plus traditionnels, type actions, obligations, les FCP, les OPCVM, etc. Ça reste très très peu utilisé. Mm. La crypto, c'est beaucoup plus facile d'achat. Donc, du coup, tu as aussi une porte d'entrée qui est moins haute que quand tu vas aller à ta banque, et que le moindre ordre que tu vas passer auprès de ta banque, désolé, j'enlève mes lunettes parce que je vois les reflets bleus, tu vas aller auprès de ta banque, ils vont te prendre X frais, etc. La Ils vont te crypto, poser c'est plein de facile. questions. Oui. Exactement. La crypto, c'est très simple. Tu peux en acheter très facilement. C'est une bonne diversification quand elle est bien mesurée. C'est pour ça qu'il faut savoir gérer son portefeuille. Et de toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu veux vraiment apprendre de la crypto, c'est pas en allant acheter le dernier chien coin à la mode et en te disant allez, YOLO to the moon des gènes, let's go fois 1000. C'est en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est la crypto, qu'est-ce que c'est la blockchain, pourquoi est-ce qu'on en a besoin de la blockchain aujourd'hui, et quelles sont les opportunités que ça peut donner à l'avenir. Et auquel cas, c'est là où tu vas te dire, bon, bah, dans ces cas-là, moi, je crois plus dans une technologie comme par exemple Bitcoin, ou alors je vais plutôt aller investir sur du Solana, de l'Avax, parce que
j'ai plus d'appétence à ça. Tu peux vraiment diversifier. Tu peux acheter de toutes les cryptos du monde si tu veux. Mais après, il faut savoir aussi se recentrer. Donc, je pense que c'est intéressant pour comprendre un petit peu la tech, pour pas être derrière, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, la question, c'est plus si ça va arriver, mais c'est quand est-ce que ça va arriver. Il y a déjà des pays qui ont accepté les cryptos comme monnaie légale, c'est-à-dire que si tu vas dans n'importe quel commerce dans ces pays-là, ils ne peuvent pas te refuser tes bitcoins. C'est légal, c'est obligatoire d'accepter les bitcoins. Et tu as aussi certains pays, notamment en Europe, qui commencent à légiférer sur le fait d'utiliser le bitcoin comme collatéral sur certains assets traditionnels. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui bougent comme ça, même dans la finance traditionnelle. Et un jour, tu détiendras des bitcoins sans même savoir que tu le détiens. Justement, on en revient à la traçabilité de tout à l'heure parce que ta banque, elle aura été backée en bitcoin ou parce qu'elle en aura, elle en aura quelque part. Tu vois. Ça fait. Au final, ta crypto, elle utilise une autre technologie pour exister, mais ça reste un actif au même titre qu'un actif boursier. Et donc, tu disais tout à l'heure comment avoir un peu confiance, comment rentrer dedans. Et ben, c'est un peu comme la bourse. Tu achètes pas une action en mode YOLO. C'est parce que tu t'es renseigné que derrière l'action, ça elle est lié à une boîte. Cette boîte-là, est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu penses qu'ils vont faire des recettes parce que ils vont sortir un nouveau produit, des trucs comme ça? Mais c'est pareil pour une crypto. La crypto, c'est pas juste une monnaie qui se balade, c'est que derrière, il y a un vrai projet. C'est qu'il y a un but. Pour beaucoup de cryptos, c'est des entreprises. Pas toutes, Mhm. mais pour beaucoup de cryptos, c'est des entreprises qui veulent monter quelque chose avec. Et donc, en Ouais. fait, en mettant une pièce dedans, c'est ta confiance au fait qu'ils vont amener leur projet à bout et qu'ils vont grossir. C'est juste finalement, c'est la technologie qui change. Et c'est cette technologie de blockchain, de traçabilité et ce mindset, cet état d'esprit en français, cet état d'esprit de rendre tout ça traçable, ouvert, transparent, Et et j'en passe. c'est important ce que tu dis parce que du coup aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a des gens qui s'intéressent à la crypto, enfin qui s'intéressent, qui mettent de l'argent dans la crypto comme ils le mettraient à la roulette au casino, en se Ouais. disant on verra bien. Oui. C'est pas forcément une attitude C'est une qui est stratégie. conseillée. Ça peut être une stratégie, mais c'est la même stratégie que mettre tout sur le rouge à la roulette. Exact. T'as peut-être Exact. même plus de chance en mettant tout sur le rouge à la roulette. Hein. Donc c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à ça, on peut aller chercher ce qu'il y a derrière. Oui. Et quand on entend le nom, vous avez cité quelques noms de crypto-monnaies, c'est souvent il y a des projets. Souvent on peut les suivre d'ailleurs sur Twitter qui fonctionne bien là-dessus, et même ils ont parfois des sites dédiés à tout ça. Donc En fait, je pense que c'est un point qui est important. le truc, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu vas avoir de telle ou telle crypto. Je vais prendre l'exemple le plus parlant pour tout le monde, c'est l'exemple du Bitcoin. Pourquoi est-ce que tu voudrais acheter du Bitcoin aujourd'hui? Il y a des gens qui vont voir ça comme une stratégie d'investissement. Ils vont se dire, je vais acheter mon Bitcoin et dans 10 ans, il vaudra 100 000 dollars. C'est faux, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vais acheter mon Bitcoin aujourd'hui à 30 000, dans 5 ans, il en vaudra 100 000 et puis let's go, j'aurai stonks. Euh, Ça, c'est notre vision un petit peu privilégiée d'Européens Mm. qui n'ont pas trop de soucis bancaires. Jusqu'à preuve du contraire, quand on se pointe à la banque, on a encore à peu près notre argent. L'inflation, alors, elle reste quand même relativement maîtrisée, bien qu'elle soit en augmentation énorme. Je crois qu'on est aux alentours de 7% sur l'année dernière, alors que dans des pays comme le Venezuela, on est à des milliards de pourcents. Du coup, je voulais en revenir au fait du Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des pays qui sont moins développés, tu as des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Mm. Sauf que le Bitcoin, tu n'as pas besoin de compte bancaire. Hein. Tu as besoin de ça. Tu as ton téléphone et tu peux avoir tes Bitcoins dessus. Tu peux dépenser tes Bitcoins et il n'y a personne qui peut te les bloquer. Il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'entreprise derrière Bitcoin qui gère ça. Tant que tu possèdes des Bitcoins, c'est comme un portefeuille réel où vous avez vos billets. Tu les détiens, tu peux les donner à quelqu'un d'autre et tant que cette personne accepte la monnaie, personne ne peut bloquer la transaction entre les deux. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que c'est très décentralisé et c'est ce que beaucoup de gens cherchent à l'heure où tu as de plus en plus de contrôle, tu as de moins en moins la main sur ce que tu détiens ou non. Et c'est ça qui est hyper intéressant derrière Bitcoin. Alors là, je te cite Bitcoin, mais tu as énormément d'autres Oui. projets qui vont te proposer plein, plein d'autres choses.
Mais moi, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je crois dans Bitcoin. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que moi, j'y crois et perso, j'investis régulièrement dans du Bitcoin, ce qui n'est pas forcément le cas de Jamy. On a des opinions un peu divergentes là-dessus. Mais tu vois, on peut avoir deux profils qui sont très axés crypto et qui aiment vraiment le protocole, qui aiment vraiment toutes les valeurs que ça apporte. Et ne pas être en accord même sur la plus grosse monnaie qu'il y a sur le marché. Alors, Il faut juste acheter quelque chose dans lequel tu crois. je rebondis sur un truc que tu disais, c'est que aujourd'hui c'est quelque chose de très accessible, mais c'est Ouais. aussi, enfin c'est aussi un argument pour certains qui vont essayer de te piéger, de te faire croire que c'est encore plus accessible, mais Ouais. parce que tu parlais de portefeuille, mais en l'occurrence tu peux aussi utiliser des intermédiaires, il me semble si je me trompe pas, et du coup tu n'as pas vraiment ton portefeuille si t'as pas fait la démarche. Je pense par exemple Effectivement. quand tu passes par Revolut ou quand tu passes par Binance en direct, t'as pas vraiment ton portefeuille. Et du coup là, tu es quand même Ouais. dépendant de cet intermédiaire-là. Donc alors si je me trompe pas, hein, il faut faire attention si on veut vraiment détenir et du coup profiter de tous les avantages que ça peut procurer, faire la démarche d'avoir son propre portefeuille, etc. Alors ça, je connais pas la technique, mais je Mm. pense qu'aujourd'hui c'est documenté assez largement. C'est très simple, ouais. Ça, C'est ça allège. Ouais, vas-y, vas-y. Pardon. Non, vas-y. J'ai beaucoup parlé. C'est effectivement assez simple et c'est assez documenté. Faut faire l'effort d'aller se documenter pour voir comment le faire. Et c'est souvent le plus dur, c'est de faire l'effort. Mais oui, il faut être conscient que quand ton argent, tu vas l'acheter via une plateforme qui appartient à une entreprise, bah, souvent, cette entreprise-là, elle te donne pas vraiment accès au vrai portefeuille et que effectivement, c'est comme une banque. En fait, tu vas avoir une valeur virtuelle qui représente ce que eux ils ont dans leur coin. Pardon. Ok. Donc faut être conscient que quand tu passes par un intermédiaire de ce type-là, effectivement c'est pas forcément ton vrai portefeuille comme parce que eux si eux ils ferment leur entreprise du jour au lendemain l'argent qui est chez eux disparaît aussi. C'est que ce soit blockchain, que ce soit un actif boursier, que ce soit la monnaie fiduciaire. Si eux ils ferment les vannes, ton argent, il est coincé chez eux. Ça reste un Ouais. intermédiaire. Et justement, c'est pour ça qu'il y a toujours cet aspect décentralisé à côté. C'est que cet argent, tu peux le déplacer dans quelque chose qui t'appartient à toi, ton propre portefeuille. Et c'est intéressant, c'est aussi la raison pour laquelle il y a plusieurs choses avant d'acheter tes premières cryptos. Tu vas aussi essayer de comprendre un petit peu, de te dire, bon, où est-ce que je vais acheter mes cryptos? Est-ce que je vais les acheter sur cet échange Bitcoin Stonks que personne connaît et qui apparemment me vend des Bitcoins pour 100 dollars alors qu'ils en volent 30 000? Ou alors est-ce que tu vas aller vers un Coinbase ou vers un Binance qui concrètement te permettent d'acheter des Bitcoins avec ta carte bleue, hein, c'est hyper simple, pour au moins commencer à te faire la main, faire tes premières manipulations avec Enfin, on dit des Bitcoins depuis tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quoi, Oui, 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 mais c'est ce hein, qui avec tes parle depuis premières tout à l'heure. cryptos. Effectivement. Et même ces plateformes-là, si tu regardes très régulièrement, déjà, il faut partir sur des plateformes dont tu as confiance. Donc là, on cite Coinbase, mais aussi on peut citer éventuellement Binance. D'ailleurs, GG Binance, qui viennent d'obtenir leur PSAN en France très récemment. PSAN, en gros, c'est une certification. Ça veut dire qu'ils sont prestataires de services et d'actifs financiers, actifs numériques financiers. Bref, en gros, c'est la certification de l'autorité des marchés financiers française qui atteste qu'ils sont légitimes à proposer des produits financiers sur le sol français. C'est hyper sérieux, hein, vraiment. Les banques, la Société Générale, la BNP, ils ont cette certification-là, c'est obligatoire. Donc, du coup, c'est déjà gage de confiance. Et derrière, même ces plateformes-là, très souvent, ils te disent, dans leurs conditions, ils te disent, vous avez beaucoup de crypto, faites attention, ne les gardez pas toujours sur le Sur un portefeuille serveur. de Binance. Retirez vos cryptos, détenez vos cryptos et faites attention où vous les dispersez. Mais ça, c'est en apprenant en fait très régulièrement au début. En fait, je pense que la crypto, quand tu commences à t'y apprendre, tu vas dire, waouh, ok, j'ai acheté mes premiers bitcoins sur Coinbase, let's go, tu vas regarder le cours toutes les 5 minutes. Et après, tu vas te dire, bon, maintenant, j'en fais quoi? Tu peux les utiliser dans pas beaucoup d'endroits. Alors, Euh, t'anticipes un peu donc, ma du coup, prochaine question, justement. voilà. Mais du coup, tu fais un peu de recherche aussi et tu essaies de comprendre un peu comment ça fonctionne et tu te dis que, bon, même si à l'heure actuelle, tu as une utilisation qui est quand même relativement restreinte, même si on verra qu'il y a des utilisations, euh,
au moins tu commences à comprendre, tu commences à faire des premières opérations avec des smart contracts, avec des protocoles qui vont te permettre de prêter ton argent pour obtenir des intérêts ou alors d'investir sur d'autres choses, de faire des échanges sur des échangeurs décentralisés. Enfin, c'est vraiment, ça va t'ouvrir un monde qui est complètement abusé en partant d'un achat que tu auras fait de 50 balles avec ta carte. Et en fait, quand tu commences à comprendre ça, tu as vraiment une phase de découverte qui est illimitée et qui est hyper passionnante dans un univers qui est quand même assez nouveau et sur lequel tu as vraiment les clés en main. Là, c'est pas ton banquier ou ton comptable ou la personne qui gère tes investissements qui va aller prendre des trucs un peu shady où on sait pas trop ce qu'il a acheté ça. Là, c'est vraiment, tu as les clés en main et tu peux vraiment faire tout par toi-même. Ok. Bah, c'est ça. Donc du coup, le point suivant, c'était un petit peu une fois que j'ai mes cryptos, que j'ai compris le projet, j'ai compris la blockchain, là, je suis au taquet. D'ailleurs, si vous avez des recos, biblio, sites web, youtubeurs, je ne sais quoi, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Du coup, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, tu as donné quelques pistes. Moi, la question toute bête, hein, je suis novice. Est-ce qu'il y a des endroits où je vais pouvoir payer avec cet argent? Bah, par exemple, la plateforme Binance te propose une carte bleue, une carte de paiement, qui va directement piocher sur ta liste d'actifs crypto qui est posée chez eux et qui te permet d'acheter ton pain ou quoi que ce soit avec tes actifs cryptographiques. Et bien entendu, ça passe par un intermédiaire qui va transformer, en fait, qui va acheter-vendre ta crypto-monnaie pour reverser des euros à ton commerçant, des euros ou des dollars suivant où tu payes. Mais déjà, rien que ça te fait une porte ouverte. Si tu as une liste enfin, un paquet de, comment dire, enfin, si tu as des actifs, peux déjà les utiliser tous les jours avec cette carte. Il y a Binance, mais il n'y a pas que Binance. Il en existe d'autres, comme crypto.com. Euh, qui ont, qui ont slash toutes leurs cartes hein, récemment. Ils ont vraiment fait des conneries. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. c'est vrai, eux, je les suis pas, du coup, bah, ça, Ah non, j'étais pas au courant. c'est terrible hein, ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est pas grave. Binance, par contre, la carte est très cool. Mais à part ça, comme on me disait, en fait, tu peux payer via ton téléphone. Suivant la blockchain, tu peux avoir des applications pour échanger ta crypto-monnaie d'une personne à une autre. Je pense par exemple à Elrond, qui a une application qui s'appelle Maillard. Tu peux très facilement transférer de l'argent, enfin des Elrond à une autre personne. Je l'ai déjà fait avec Maxime, par exemple. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup en Europe, Hmm. parce que il y a toute cette volonté étatique de bloquer le monde de la crypto et de mettre le plus possible de bâtons dans les roues. Mais dans d'autres pays où ils en ont besoin de ce système alternatif, eh ben c'est Ah ouais. possible. Ok. Je pense au Venezuela, je pense à beaucoup de pays d'Afrique. Et en fait, on a un premier exemple, mais c'est triste, mais il faut qu'il se passe quelque chose de mauvais pour qu'on se dise, ah, finalement, on passe par ce système alternatif. On a l'Ukraine. L'Ukraine qui s'est vue Ouais. voir beaucoup de problèmes dans son modèle financier traditionnel dû à cette guerre qui s'est installée Hmm. il y a 3 mois maintenant. Et que ce soit pour la Russie ou l'Ukraine, les deux, ils sont gagnants. Et ils se sont rendus compte que, par exemple, c'était beaucoup plus facile de recevoir des dons via la blockchain qu'en passant par des banques. Bien Et, sûr. euh, et donc voilà, dès qu'il commence à y avoir un problème, les gens ils commencent à comprendre que ce modèle alternatif un peu plus transparent, un peu plus ouvert, un peu plus facile, un peu plus direct, Hmm. est utile. Et après, c'est de plus en plus utile parce que finalement, payer avec. Et c'est beaucoup plus utile et c'est de plus en plus facile aussi de payer avec ces cryptos. Finalement, payer avec des cryptos, c'est aussi simple que de scanner un QR code. Et ça, je pense que le Covid a eu son bon point, c'est que ça a appris aux gens ce que c'était un QR code et à utiliser un QR code. Aujourd'hui, moi, si je veux vous envoyer des bitcoins, il faut juste que j'ai le QR code de qui que ce soit.
je le scanne avec mon wallet et puis je peux envoyer autant d'argent que j'en possède. Ça se fait très facilement. D'un autre côté, tu as aussi beaucoup de réseaux qui te permettent de faire des transactions qui sont très rapides, notamment via ces QR codes où tu scannes le QR code du magasin dans lequel tu payes, il reçoit les fonds en quelques minutes, tu Mm. payes très très peu de frais. Et du coup, tout le monde est gagnant parce que c'est pareil, hein, quand tu payes sur ta carte Visa, toi, tu n'as pas de frais, mais derrière, le commerçant, il en a. C'est pour ça que les tarifs, ils sont ajustés, ils sont un chouïa plus cher parce que lui, il les inclut. Avec la crypto, tu n'as plus ces frais-là, ou du moins, tu n'en as peut-être plus autant avec pas mal de protocoles. Du coup, c'est quand même quelque chose où tu es un peu gagnant-gagnant. Et au lieu de rémunérer Visa, tu vas rémunérer le réseau et donc toutes les personnes qui sécurisent ce réseau pour pouvoir effectuer toi-même tes transactions. Dernière utilisation. Et d'ailleurs, pardon, ce paiement en QR code ou ce paiement via l'adresse, ça se fait énormément, hein. Tu vas sur nos chers partenaires de Sud-Ghost VNP, tu peux payer ton VNP qui va te prendre toutes tes datas perso. Il me semble qu'ils acceptent le Bitcoin. Donc finalement, tu as aussi pas mal de plateformes qui le prennent de plus en plus. Et la dernière des choses, c'est que ce qui existe beaucoup aussi en crypto, c'est que quand tu fais des plus-values, plutôt que d'aller dépenser ou donc de retransférer ta crypto en euros, tu vas dépenser ta crypto en achetant par exemple des bons ou un équivalent des cartes Amazon ou des cartes XPI. XPI, pardon, X compagnie, pour aller faire tes achats au sein de la compagnie. Et donc, du coup, théoriquement, tu payes en Bitcoin. Ça se fait relativement facilement, hein. Et c'est vraiment très très pratique et très utilisé dans le milieu de la blockchain. Oui, et puis il faut pas oublier qu'aujourd'hui on est quand même sur un début. Il y a plusieurs projets, dont par exemple UTrust, où leur but c'est de permettre l'achat de choses sur Internet via tes cryptos directement, qui s'intègrent assez facilement par exemple avec Shopify. Shopify, c'est un des services qui permet de faire du e-commerce. C'est peut-être le service le plus utilisé dans le Mm. monde. Donc la plupart des sites Internet de e-commerce que vous allez trouver pour acheter, je sais pas, votre t-shirt de votre streamer préféré, passe souvent par Shopify et vous pourrez, dans un futur plus ou moins proche, acheter vos t-shirts avec de la crypto. Donc ça arrive, ça prend du temps à se mettre en place parce que il y a des problèmes législatifs, il y a des problèmes techniques, mais ça se met en place petit à petit, ça arrive. Ok, mais c'est vrai que alors Tonti il troll un peu dans le chat en demandant si en parlant législation, mais c'est un peu souvent bon argument un peu avocat du diable, hein, mais du coup avec ce côté très personnel, très décentralisé, est-ce que du coup ça nous permet pas d'acheter, enfin d'avoir des transactions d'un peu tout et n'importe quoi sans qu'on puisse surveiller? Effectivement, ça c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des audits très réguliers sur énormément de cryptos. Et comme je te le disais tout à l'heure, le registre, il est accessible à tout le monde. Hmm, C'est-à-dire que tu sais quel portefeuille envoie quoi, et c'est relativement facile de retracer un portefeuille et de savoir à qui il appartient. ok. Du coup, l'argument de le Bitcoin finance le terrorisme ou le Bitcoin Hmm, finance on la l'entend, drogue et on le l'entend. blanchiment d'argent, alors je l'entends, mais très sincèrement, hein, les gars, enfin, et je vous donne ça. Par contre, c'est un conseil en investissement dans le chat, hein. Si vous voulez blanchir de l'argent, n'utilisez pas la crypto, hein, c'est la pire des choses. On va vous retracer. Et aujourd'hui, même tu as des protocoles qui sont censés anonymiser tes bitcoins, les faire passer par plein de portefeuilles différents, etc. Enfin, ça s'appelle Storm quelque chose. Enfin bref, en gros, ça fait vraiment une tornade avec tes cryptos et ça va les faire sortir sur plein de portefeuilles différents pour justement blanchir entre guillemets ou anonymiser. On arrive à les retrouver, hein, ça se retrace. Donc finalement, la crypto, aujourd'hui, il me semble, j'avais vu une étude il n'y a pas très longtemps, le blanchiment, le crime, le financement du crime au très global, hein, ça englobe tout, au sein des crypto-monnaies, il est de 3% de Ouais, mémoire, ce qui est très 3% faible. de toute la masse qui transite sur les cryptos, alors que le dollar, c'est complètement abusé parce que tu peux pas tracer, c'est très difficile à contrôler, c'est très difficile de voir où il va, tu as le cash qui est difficilement traçable. Donc du coup, enfin, vraiment, si vous voulez blanchir de l'argent ou faire acheter des choses bizarres, utilisez l'euro ou le dollar, hein. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile de vous retrouver, hein. Voilà, ça répond à la question. Non mais bon, en fait, enfin, moi je m'attendais un peu à cette réponse-là, mais c'est vrai que c'est un argument qu'on entend assez souvent chez Ouais, les ah, mais détracteurs. c'est sûr.
C'est un argument, l'un des premiers arguments utilisés par les politiques en Europe parce que la plupart sont contre actuellement ce système. Pas tous, heureusement, on a des gens qui nous défendent aussi. Mais ouais, c'est un argument qui est très souvent utilisé alors que c'est l'argument le plus cassable, le plus Mm. facilement cassable parce que justement c'est ouvert, c'est transparent, Beaucoup c'est plus traçable traçable qu'un billet finalement. et ouais, c'est ça. Mais c'est suffisant pour beaucoup de monde parce qu'ils entendent ah ok du coup c'est mauvais, je peux acheter de la drogue avec, c'est mauvais. Alors qu'en fait, mais comme d'hab, hein, c'est ceux qu'on entend le plus fort qui ont raison dans la tête des gens et pour le moment c'est eux qui gagnent. On verra plus tard. Et puis d'un autre côté, ça reste une technologie qui est très jeune. Quand tu regardes, si tu regardes un peu toutes les technologies de base, au début, qu'est-ce que tu fais avec une technologie? Regarde les jeux vidéo, les premiers jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont fait des jeux vidéo de cul, des jeux vidéo racistes, des contrefaçons, des trucs comme ça. Le Bitcoin, c'est pareil. Ça a servi à quoi au début? Ah, c'était soi-disant intraçable parce que c'était très difficile à l'époque, c'est vrai, d'aller comprendre comment ça fonctionnait. Il fallait vraiment être, fallait manger des cartes graphiques quoi, pour aller comprendre. Il fallait vraiment être un geek, tu vois. Et donc, du coup, forcément, tu pouvais acheter de l'herbe sur Silk Road. Oui, effectivement, tu pouvais Il sort les noms, hein. acheter des armes sur le dark web. Oui. Ouais, non, mais c'est ça. Alors qu'à l'heure actuelle, le réseau est tellement vérifié, il y a tellement des millions de personnes qui le vérifient et qui le regardent à tout moment que vraiment, ça vaut pas le coup de faire des choses bizarres avec ces cryptos, hein, parce que tout est écrit tout partout. Et comme toute technologie, à chaque fois, tu regardes, je suis sûr que si on fait une histoire sur la VR, les premières Hmm. applications de la Bien VR sûr, avant que ce soit vraiment utilisé, pourquoi? Ce sera c'est c'est du porn. ce qui est relatif au sexe, etc., Bien aux, sûr. aux Mais trucs aujourd'hui illégaux, encore, mais hein, c'est la mais c'est VR, hein, normal. à mon avis. Je pense dans l'usage, hein. Mais c'est Ah comme oui, bien Internet de sûr. manière générale, de toute manière. Mais complètement. Internet is for porn, hein, on sait, hein. Je sais plus C'est ça, les tout, chiffres tout le juste monde après. tout le monde avait peur d'Internet au début. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire la plupart des métiers en ont besoin. Sinon, ça s'arrête, ça coule. Donc, Ah bah oui, Bah, c'est oui, ça. oui, surtout complètement. Et aujourd'hui, puis, à l'ère, juste après l'ère du complètement. Covid. Et à l'heure actuelle, si tu y réfléchis bien, en fait, Internet, allez, on va dire que ça fait 30 ans que ça existe. Allez, je prends large. Ça fait 20, allez, une vingtaine d'années qu'on l'utilise dans notre vie au quotidien. Internet, si tu prends Internet, finalement, c'est quoi? Aujourd'hui, tu cliques sur Google Chrome, tu arrives sur Google, tu tapes des trucs, tu trouves des trucs. Je te mets au défi de trouver quelqu'un qui sait ce que c'est le protocole TCP/IP. J'en ai aucune idée et je suis capable d'utiliser Internet. Et bah, dans 10 ans, quand on dépensera notre argent et qu'on ne saura pas que ça passe par une blockchain ou que ça passe par du Bitcoin, ou que ce sera exactement la même chose en fait. La crypto, elle sera un peu partout parce que c'est hyper pratique. Et ça, même si les institutions, ils sont toujours en train de cracher sur la crypto, dire que c'est pas bien, derrière, ils sont en train de bosser sur des crypto euros, des crypto dollars, juste parce qu'ils se disent, non mais attends, c'est incroyable. En fait, tu peux tracer des trucs, tu peux tout contrôler, ça reste hyper transparent. Donc du coup, on peut peut-être faire une application à nous qui nous appartient et sur laquelle on peut influer. Et du coup, ça va forcément se déployer au fur et à mesure. Et dans 10 ans, quand ta grand-mère, elle ira acheter une baguette de pain, bon, peut-être pas dans 10 ans, mais allez, on va dire dans 10, 20, j'en sais pas, peut-être 30 ans, quand elle ira acheter sa baguette de pain et que Badass Mamie, elle aura payé sa baguette en Bitcoin, ben, elle le saura même pas. Elle aura juste fait son paiement avec sa puce 5G de vaccin qu'elle aura dans la tempe, elle va la coller contre le TPE, là, comme ça, et hop là, paiement Bitcoin sans contact. Je vois. Impeccable. C'est très imagé, on a bien compris la situation. Voilà. Ok, non mais ouais, complètement. Mais du coup, tu soulèves quand même un petit truc. Alors, on peut pas forcément le développer parce que ça serait que hypothétique, mais c'est cet aspect un peu Ouais. privatisation quand même aussi, qui peut être possible de la techno. Si jamais les États décident de se servir de la techno, mais d'une mauvaise manière finalement, ça reste possible. Parce que eux, ils ont le pouvoir Ah bah oui. législatif de t'obliger à l'utiliser et du coup de te traquer d'une certaine manière. Ah mais Et l'euro, complètement, la le blockchain, c'est dollar. un outil, c'est un simple outil.
Mm. Maintenant, c'est comme un couteau. Tu peux faire le merveilleux repas et te rendre ton Ou bonheur en tuer un mangeant, mec. mais ça peut tuer des gens. Donc, Ouais. non, la blockchain, ça reste un outil, c'est à voir qui l'utilise. Les États, ils ont des pouvoirs. S'ils veulent en faire quelque chose de mal et nous obliger à l'utiliser, théoriquement, c'est possible. Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, je ne sais pas. Mais oui, et une entreprise à côté, elle peut aussi créer une blockchain qui est mauvaise pour X, Y raison, ils peuvent ils peuvent cacher quelque chose dedans. S'ils n'ont pas donné toutes les règles, ils peuvent. Et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment, aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup se renseigner Hmm. sur où mettre tes billes, etc. Parce que pour vérifier que le projet dans lequel tu vas mettre ta bille, est-ce qu'elle a été transparente du début à la fin? Ça demande du temps. C'est effectivement aujourd'hui, c'est pas forcément euh, accessible à tous, mais ça la reste plus que le marché traditionnel. Mm. Et ça évolue, ça avance. Je me rappelle, moi, personnellement, je me suis lancé là-dedans en 2017, qui je trouve c'est plutôt tard, enfin 2016 plutôt, c'est assez tard finalement. Et aujourd'hui, en 2022, c'est ouf comment tout est devenu plus accessible. Avant, tu pouvais pas acheter ton Bitcoin via ton téléphone et Mm. l'envoyer en quelques secondes à ton collègue. Aujourd'hui, c'est possible et quelqu'un qui sait juste lire, il peut le faire. Hmm. Il n'a plus besoin de connaître les bases de la blockchain, il peut le faire. Qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Ça Ouais. va faire. Après, c'était aussi l'objet de cette discussion, c'est, même si tu disais, Max, oui, ta grand-mère, elle sera pas consciente qu'elle a utilisé ça comme nous, on n'est pas conscient de certaines choses. Aujourd'hui, enfin, c'est important de sensibiliser nos générations au fait de prendre l'habitude de se renseigner sur les choses, prendre l'habitude de s'intéresser, de lire ou de regarder des vidéos si on n'aime pas lire et de remettre en question les choses pour ne pas tomber dans des pièges. C'est important, C'est ça, hein. c'est très important de le faire maintenant parce qu'on en est toujours au début, hein. On l'a dit plusieurs fois, on est toujours au début de cette technologie, de ces nouveaux moyens, de ces nouveaux usages qui arrivent tous les jours. Et comme Internet au début, Internet, tout le monde comprenait pas grand-chose, mais c'est les mecs qui s'y sont intéressés au tout début qui ont gagné. Que ce soit en vision, que ce soit en argent, que ce soit si tu prends Mark Zuckerberg ou tu prends un grand nom ou tout autre. Bref, ce sont ceux qui étaient au début et qui se sont renseignés dès le départ, qui ont gagné, on va dire. C'est pour ça que aujourd'hui, même si le monde de la crypto aura peut-être fondamentalement changé dans 5 Mm. ans, qui est possible, le fait que tu aies pu suivre ce changement du début à la fin, fait que tu as un coup d'avance. Et c'est important. Et Même surveiller de loin, déjà s'ouvrir l'esprit au fait que oui, ça peut être une alternative qui va arriver dans mon portefeuille demain. Rien que ça, c'est un énorme pas en avant par rapport à d'autres. Et ensuite, le fait de se renseigner un peu plus de son côté. c'est ça, hein, je pense, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est aussi de la curiosité à se dire, ben, on n'était pas forcément suffisamment, c'était pas suffisamment accessible à l'époque quand Internet est sorti ou quand, par exemple, les nouveaux mécanismes financiers, genre le trading à haute fréquence, etc., quand toutes ces choses-là sont sorties. On a la chance de vivre dans une époque où il y a une révolution qui est en train de prendre place. Ne pas s'y intéresser, c'est un petit peu se voiler la face, c'est un petit peu faire l'autruche parce que ça va forcément arriver. Il faut prendre la technologie telle qu'elle est, avec son bon et son mauvais, et essayer. Alors, ça veut pas dire, quand je dis ça, ça veut pas dire aller acheter vos bitcoins sur Coinbase et puis YOLO, quoi. C'est plus essayer de se dire, ok, ben, je vais essayer de me renseigner. Il y a un excellent, d'ailleurs, vous qui êtes en France, je vous envie un peu parce que vous pouvez le regarder. Essayez de regarder le reportage sur Satoshi Nakamoto sur YouTube de Arte, qui est disponible. Il est excellent. On peut comprendre les bases du Bitcoin sans que ce soit un cours magistral chiant. Ça fait une espèce de série Netflix sur quelques épisodes de 20 minutes. Le reportage, il est incroyable et on comprend énormément de choses.
Et en fait, on comprend un petit peu la genèse de tout ça. On comprend, je vais essayer d'ailleurs pendant que tu poseras les autres questions, je vous abandonne 5 minutes, j'irai chercher le lien. Ben non, je suis au Japon, je suis bête, je n'aurai pas le lien. Mais ça, comment dire, On ça mettra dans la permet un peu de description. t'ouvrir l'esprit, de comprendre. Ouais, c'est ça, de comprendre d'où est-ce que ça vient. Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui ont voulu créer ça à la base et qui se sont dit, ouais, ben attends, il faut qu'on invente quelque chose qui puisse nous permettre de combler justement un besoin. Et, et ça veut pas dire d'aller mettre, de casser votre PEL et de le mettre dans le Bitcoin. Plus de savoir que le Bitcoin existe, ce qui fait, à quoi ça Ah, sert, euh, envoie-le-moi sur Discord, Jamie. et, et le lien, et le lien vient d'arriver. Et au moins après se dire, bon, ben, je sais que ça existe, et après, derrière, bah, vous êtes assez grand pour faire vos choix et voir ce que vous voulez. Si jamais vous croyez dans la techno, ou si vous vous dites, mais non, c'est mort, dans 10 ans, ça n'existe plus, le Bitcoin, c'est Mm. fini. Après, voilà, chacun ses convictions. Et tu parlais du coup de ce reportage. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Alors, du Ouais, coup, je sais pas si vous avez répondu, c'est peut-être dans un moment où je vous entendais pas. Par rapport à si vous avez des conseils de sources quotidiennes quand vous faites de la veille. ouais. J'imagine que vous en faites régulièrement. Est-ce qu'il y a des bonnes sources? Oui, bah vas-y, Jamy, je te laisse détailler tes sources et puis je compléterai avec ce que j'ai. Oui, bah, il y a Google. Voilà, je te laisse, Maxime. Non, bien sûr Yes. que non. Bah, je sais pas comment dire. Déjà, il y a YouTube. Et YouTube, il va y avoir des YouTubeurs intéressants. Et on va prendre le plus grand nom du YouTube français là-dedans. Il y a Asher, Mm. qui est un très bon vulgarisateur et qui parfois, même souvent, parle de projets très intéressants. Ce qu'il faut savoir avec lui, c'est qu'il a aussi des intérêts à lui. Du coup, il faut l'écouter, mais tout en se posant des questions. Et même que ce soit nous, que ce soit Toujours. lui ou plein d'autres. Et c'est toujours vraiment important. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un de très compétent, très communicatif et qui explique très bien, très bien, très bien le sujet. Du coup, il y a Asher. Et toujours ce mec-là, il fait aussi quelques papiers sur un site qui Medium. s'appelle Medium. Medium, qui est un très très bon site où il y aura pas que Hasher. C'est un site qui permet de faire de la veille, que ce soit de blockchain ou d'autres technologies, mais pas que des technologies. Ça peut être aussi des sujets professionnels. Bref, Medium, on peut se balader dessus et trouver des papiers de mecs totalement inconnus comme de mecs très connus. Donc, euh, donc ouais, il y a Medium. Et puis il y a Twitter. En fait, sur Twitter, Twitter n'est pas qu'un réseau négatif. Twitter, c'est aussi un réseau professionnel où il y a beaucoup de partage d'informations. Il y a beaucoup de bienveillance aussi, si on fait correctement le tri dans sa TL. Et sur Twitter, suffit de follow les gens qui portent, par exemple, les projets. On a parlé de Et moi. Elrond. Oui, aussi Maxime. On a parlé par exemple de Elrond. Elrond, derrière, c'est une entreprise. Et derrière l'entreprise, c'est Benjamin. Je sais jamais prononcer son nom, mais Benjamin Minku. ouais, voilà. Et follow ce type-là, par exemple, ça peut être intéressant si le projet Elrond vous intéresse. Ouais, c'est ça. Enfin, suivant le projet, il y a des têtes à suivre et c'est très intéressant de faire sa veille comme ça. Mais voilà, Medium, Twitter et YouTube. Et toujours, toujours, pour toutes ces personnes, toujours remettre en question et croiser l'information. De toute façon, on a vraiment la chance en plus sur le crypto français d'avoir une superbe communauté. Pour le coup, là, on rayonne. Je t'envoie des liens sur Discord, Monsieur Clem Clem, comme ça tu pourras même les voir pour toi. En fait, on a une excellente communauté qui prépare du matériel d'une excellente, extraordinaire qualité. Moi, Jamy, je pense que c'est bien ce qu'il a dit parce que ça donne un peu des notions générales de qu'est-ce qu'on peut aller chercher, où est-ce qu'on peut le trouver. Moi, je vais faire un petit peu plus de name dropping. Donc, il a droppé le nom de Hasher et de Medium qui est super bien. Derrière, on fait un très très gros big up à l'équipe de Cryptost, Journal Oui, du oui, oui, Coin, oui. Coin Academy. Coin Academy FR, attention, je cite les FR, je ne connais pas les anglais, mais il y a un site anglais qui s'appelle Coin Academy. Ça, c'est pour tout ce qui va être journal type crypto, lecture blog.
Derrière, il y a sur YouTube, on en revient à ce fameux Asher qui a une chaîne qui est absolument incroyable. Derrière, il y a d'autres chaînes qui sont très très cool, notamment si vous êtes un peu intéressé dans les mécaniques financières et le trading, il y a Cryptomatrix. Je t'enverrai le lien, monsieur Clem. Oui, oui, t'inquiète pas. Cryptomatrix. Lui qui fait des analyses quotidiennes sur le marché, etc. La chaîne est vraiment incroyable. Et derrière, si on veut je vais juste vous en donner deux si vous êtes un petit peu anglophone, qui sont vraiment, vraiment géniales. Il y a Whiteboard Crypto. Ouais. Whiteboard Crypto, qui même si votre niveau d'anglais n'est pas incroyable, vous allez pouvoir comprendre énormément de choses grâce à Whiteboard Crypto. Et le dernier, c'est, pardon, j'ai oublié le nom. Ah oui, Coin Bureau. Coin Bureau, genre coin, bureau comme en français. Il est incroyable. Il fait un boulot qui est monstrueux et ça permet d'avoir des infos assez détaillées sur énormément de projets. Pour peu que vous ne soyez pas anglophobe, ça fait une excellente veille déjà de base sans pour autant aller chercher et manger du white paper 10 heures par jour. Voilà. Ça permet d'avoir une belle vue globale sur le marché, sur les différents projets et sur ce qui s'y développe. Donc voilà, pour faire un peu plus de name dropping. Non, mais ça fait pas mal, ça fait pas mal de sources. On se peut se faire Ça fait- un petit dossier de favoris à consulter Ouais, de temps en temps. Et peut-être qu'un jour, on exactement. aura un média de plus par vous, peut-être, qui sait. On espère, hein. Ça On prend essaie. du temps et c'est beaucoup de travail. À travailler. Très bien. Alors là, on a abordé les sujets sur lesquels on avait pré-échangé et du coup qu'on avait dit et qu'on parlerait. Il nous reste allez, 10 minutes à peu près. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu d'autres trends qu'on entend parler, un peu pour les démystifier? Alors, on peut pas bien sûr rentrer dans les détails, mais forcément, le tout premier message, je crois qu'il y a eu dans le chat, en parlait. C'est les NFT. Qu'est-ce que c'est Ouais. en fait vraiment? Parce que on entend tout et n'importe quoi. Tu veux que j'essaye? Vas-y, go, hein, go. Alors, Je te laisse parler. disclaimer, hein, il faudrait plus de temps que ça pour bien détailler, donc Ouais. tu vas faire ce que tu veux. Ouais, ouais. Surtout que c'est pareil. NFT aujourd'hui, c'est devenu un gros mot, comme le mot blockchain, comme le mot crypto. Mhm. Mais derrière, il y a quelque chose de concret. Alors, le mot NFT, ça veut dire non fungible token. Donc, ton token non fungible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un token qui ne peut pas être altéré, en fait. Alors, qu'est-ce qu'un Mhm. token? Alors là, c'est une grosse définition, mais un token, ça peut être un asset. Par exemple, vous prenez 1 euro, c'est un token. Vous prenez un billet d'avion, c'est un token. Bref, vous pouvez ranger beaucoup de choses dans le mot token. Le truc, quand on parle de non altérable, ça veut dire que bah, c'est quelque chose que tu peux pas, qui est un peu ancré dans le marbre. Donc, le NFT, ça va être un certificat qui n'est non altérable. Ça veut dire que votre certificat, personne ne va pouvoir vous le détruire ou vous le voler. Il est là, il a été créé, il a été émis. Il y a quelques blockchains qui le proposent quand même, suivant la règle de la blockchain, votre NFT, il va pouvoir peut-être être modifiable, mais pas supprimable, et surtout pas sans votre accord. Immuable, ouais. Immuable, c'est aussi un bon mot. Donc aujourd'hui, ce NFT, au début, c'était trop bien parce que on l'a sorti, enfin, on a commencé à l'utiliser dans le domaine de l'art pour pour prouver qu'une œuvre a été certifiée, qu'elle appartenait à telle personne, qu'elle a été faite par une autre personne, qu'elle est passée de main en main et que personne pouvait faire disparaître cette information. Le problème aujourd'hui, c'est que ce NFT, tout le monde peut en créer et tout le monde peut ouais, en émettre partout avec les règles qu'il veut. Et du coup, des gens peuvent dire que le dernier tableau de je sais pas qui, italien, a été fait par Gertrude, sauf qu'une autre personne sur notre blockchain peut dire l'inverse.
Donc pareil, c'est un outil qui est trop bien, qui marche très bien, mais c'est un outil qui est mal utilisé aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant avec les NFT, c'est pareil, hein, les NFT, c'est un très gros mot. Mais pour donner un exemple très concret, je détiens un NFT là dans ma main. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais ça, c'est un NFT. Ça, il n'y en a qu'un seul. Parce que ça, t'as beau avoir le même, Jamy, si tu remplaces ton NFT passeport par mon NFT passeport, on va voir qu'il y a une différence parce que c'est pas le même nom à l'intérieur, c'est pas la même biométrie. Le problème, c'est que sur Internet, aujourd'hui, tu as toujours le même en dessous des NFT qui fait ah ah ah, clic droit, copier, clic droit, coller. Moi aussi, je détiens ton NFT. C'est faux parce que le NFT en soi, ça reste un certificat d'authenticité qui te permet de retracer via la blockchain l'émission du NFT, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il a été fait. Ça permet aussi énormément d'autres choses. Pour être beaucoup plus concret, aujourd'hui, si je te vole ton portefeuille et que je prends ton billet de 10 et que je le remplace par un de mes billets de 10, tu vas jamais t'en rendre compte. Tu as toujours un billet de 10 qui est valable, que tu peux échanger, que tu peux utiliser avec toi, mais c'est plus celui que tu avais à la base. Sur Internet, c'est pareil. Tu peux copier une image. C'est comme si tu prenais un autre billet de 10, c'est bien, tu peux l'utiliser comme photo de profil. Mais par contre, l'authenticité de cette image, tu ne la détiens pas. Et c'est ce problème-là qui est résolu par les NFT. La technologie des NFT, c'est un certificat d'authenticité qui te permet justement de justifier qu'une telle œuvre ou qu'un tel protocole ou que quoi que ce soit, parce que tu peux tokeniser à peu près tout ce que tu veux en NFT, et une certaine légitimité, une certaine traçabilité. Ce qui est important aussi, c'est qu'on en revient au domaine de l'art dont Jamy parlait il y a quelques minutes. Il y a quelque chose qui est très difficile dans le domaine de l'art, c'est la traçabilité et les royalties, les droits d'auteur, etc. Donc on en parle pour une œuvre d'art de Léonard de Vinci, on prend tout le temps l'exemple de la Joconde pour parler des NFT. Mais on peut très bien parler de musique. La dernière musique de Booba, bah yes, je peux l'écouter sur Spotify ou je peux la télécharger sur un site sombre sur Internet. Le principe d'avoir un NFT, c'est d'avoir quelque chose qui est infalsifiable et qui, en plus derrière de ça, comme il est ancré sur une blockchain, ça te crée encore des possibilités qui sont complètement incroyables. Par exemple, ce fameux NFT de la musique de Booba que j'ai envie d'écouter, je pourrais soit la télécharger très salement. Je suis persuadé qu'il y aurait d'autres façons de protéger ça. Le fait qu'il y ait un NFT, c'est que à l'heure actuelle, par exemple, à chaque téléchargement, il pourrait y avoir automatiquement un certain pourcentage de royalties qui serait reversé à l'artiste et qui donc passerait plus forcément par les maisons de disques et qui donc rééquilibrerait un petit peu tout le business de la musique. T'as pareil pour l'art, quand tu fais une mise en vente d'un objet d'art, c'est très difficile de justifier la légitimité d'un tableau et de prouver qu'il a bien été fait par un certain peintre. Et en plus, derrière, quand tu veux le mettre en vente, tu dois passer par un commissaire-priseur qui fait passer par un notaire, qui fait passer par quelqu'un qui estime, etc. Ça, il y a énormément. Alors que finalement, toutes ces choses-là, ce qui reste des erreurs faillibles, hein, parce que ça reste des humains, tu pourrais le remplacer par une blockchain, un protocole en plein milieu, et le NFT, en fait, c'est juste du code qui transite de l'un vers l'autre en disant c'est véridique ou c'est pas véridique. Parfait. Est-ce Et à que l'heure actuelle, tu as énormément de projets qui te permettent de faire plein de choses avec des NFT. On commence à entendre parler de tokeniser de l'immobilier pour que tu puisses Hmm, détenir des biens immobiliers via des NFT, etc. Les possibilités, elles sont aussi immenses que l'imagination de l'être humain, hein, de toute façon. c'est ça. Et Après, on peut citer une possibilité concrète qui a été faite en France. Je parle des bracelets de Amixem. Tu en Ah bah détiens un, oui, attendez, je Maxime. l'ai. Ouais. Donc, pour remettre du contexte, Amixem a sorti des bracelets avec un bout de météore dessus. Ouais. Je ne sais plus le nom exact de ce truc-là, mais donc tu achètes son bracelet, tu détiens physiquement son bracelet, mais en plus de ça, Mixem, enfin l'entreprise, délivre un NFT qui prouve déjà d'où vient ce bracelet, la météorite qui est dedans, et qui prouve aussi que ce bracelet t'appartient maintenant. Parce que du coup, ce NFT, c'est vraiment un certificat. C'est lui qui montre que c'est
pas une contrefaçon. Donc si demain Maxime il vend le bracelet à quelqu'un d'autre et qu'il fournit pas Il le est là hein, pour NFT, ceux qui veulent le voir. les gens ils pourront pas, ouais c'est ça. Les gens pourront pas vérifier que le bracelet de Maxime c'est un vrai ou pas parce qu'il ne montre pas le NFT. Du coup, chute de la valeur parce que tu peux plus rien vérifier. Alors que s'il le prouve que c'est un authentique, eh ben ce NFT prouve la valeur Et en même temps, en le revendant, en fait, tu vends le NFT avec l'objet physique. Du coup, les deux vont ensemble. Et là, c'est pareil. Je vous montrais rapidement de façon très horrible et dégueulasse mon écran d'iPhone. Mais en fait, si je vois, j'ai tous les détails du NFT. Je vois d'où est-ce qu'il vient. Je vois combien est-ce qu'il y a de royalties qui sont reversées au portefeuille de Amixem ou de SpaceFox si jamais je revends le NFT, etc. Je vois les détails qui sont sur la pierre qui ont été engravés justement sur ce NFT. Je vois aussi les historiques de transactions, c'est-à-dire qu'on voit que le NFT a été créé sur le portefeuille initial et ensuite il a été transmis à mon portefeuille crypto. Et si je le vends à Jamy, on verra le portefeuille initial, mon portefeuille à moi, puis le portefeuille de Jamy. En fait, tout va comme ça en fait. Et tout est retracé et tout est inscrit au même endroit. Et c'est ça qui fait que tu as de la traçabilité et la légitimité de quelque chose, d'un réel objet en fait. Et par contre, alors, je me fais l'avocat du diable. J'arrive pas à voir de quelle manière ça peut vraiment protéger la contrefaçon, la falsification, parce que t'as ton NFT, t'as ton objet. Je me mets là dans la caméra. T'as ton NFT, t'as ton objet. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de me prendre un autre objet et de laisser le NFT en disant, ouais, regarde, c'est le NFT qui parle de cet objet, alors qu'en fait, pas du tout. Tu as un authentifiant sur les objets. Très généralement, tu as un authentifiant, un QR code, un numéro de série, un numéro de châssis sur une voiture, un mécanisme sur une montre de luxe, par exemple, une signature sur la case, etc. D'accord. C'est sûr que de toute façon, le risque zéro n'existe Ok. pas. De toute façon, mais en fait, tu as aussi beaucoup de façons de vérifier que ton objet est réel. Et en fait, exactement au même titre hein, qu'un certificat Oui, d'authenticité. Hein. oui, non, mais je me Sauf que posais la ton question. certificat d'authenticité, tu sais pas par qui est-ce qu'il a été fait. Peut-être qu'il a été fait par quelqu'un qui est véreux, qui t'a authentifié qu'une œuvre était réelle. Et ça s'est prouvé. Si tu regardes, il me semble que Squeezie a fait une excellente vidéo là-dessus où il parlait d'un peintre qui avait tryhard tellement fort qu'il arrivait à faire des contrefaçons de tableaux et que même les experts disaient qu'il était légitime. Et donc, c'est ça le problème, c'est que les experts disaient qu'il était légitime, donc du coup ils avaient cette facette de légitimité, alors que s'il y avait eu un NFT, on aurait pu beaucoup plus facilement les comparer les deux et se dire, Hmm, ah ouais, mais du coup on voit par où est-ce que celui-ci est passé, parce que les deux sont linkés ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. hmm. Après, bien évidemment, il y a toujours une petite marge d'erreur, mais qui est quand même beaucoup moins grande que du papier et une écriture humaine, quoi. Parce que là, ça passe par du code, en fait, c'est bête, non? C'était juste une question. Mais du coup, si aujourd'hui finalement on en a un peu cette image, et du coup j'ai vu qu'il y avait encore Major qui avait mis un troll dans le chat, est-ce que c'est pas tout simplement un peu comme pour la crypto-monnaie dont on a parlé, hein, est-ce que c'est pas juste dans l'usage et l'usage qui a été popularisé, on va pas, on pense aux images, etc. Et on va dire peut-être à tout ce qu'il y a eu autour de ça et au fait que les médias ont parlé que de cet aspect-là et n'ont jamais parlé, par exemple, d'autres usages. Moi, récemment, j'ai appris, par exemple, qu'un ami avait un NFT qui, en fait, lui permet d'accéder à un club d'entrepreneurs. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être une carte de membre, un NFT Oui, ça avec peut Tout être à tout. fait. qui t'appartient de manière très personnelle. Et là, du coup, je me suis dit, ah oui, mais Mm, là, ça a beaucoup plus de, pour moi, ça avait plus de sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que les gens ne comprennent pas parce que ils ont ce côté, Jamy, t'es flou d'un coup, je sais pas pourquoi, mais Euh, ouais. ils ont ce côté, C'est voilà, comme les youtubeuses beauté. c'est, c'est les singes, etc. Oui, alors en fait, malheureusement, il y a cette connotation-là, mais elle est tout à fait compréhensible. Hein. La raison pour laquelle on en entend beaucoup parler, c'est pourquoi est-ce qu'on parle uniquement de ça? C'est parce que tout simplement, pour la même raison que on parle du Bitcoin uniquement quand il monte des sommets ou quand il descend super bas. Ce qui intéresse les gens, c'est pas la technologie qu'il y a derrière, c'est sa valorisation, le fait qu'on dira ça fait plein d'argent ou ça fait perdre plein d'argent aux gens.
Il y a effectivement des photos de profil de singes qui se sont vendues pour des sommes astronomiques. Et forcément, c'est ça qui faisait beaucoup parler, malheureusement. Euh, J'ai mais vu. c'est pareil pour tout, en fait, hein. Quand tu regardes un petit peu plus loin, la bulle Internet, ça a été pareil, hein. Il suffisait de mettre .com dans ton nom et puis n'importe qui, tu faisais des levées de fonds à plusieurs millions de dollars très facilement parce que les gens se disaient, ouais, c'est du .com, c'est infaillible, etc. Et tu regardes, le marché s'est cassé la figure. Là, c'est pareil. Il y a quelques mois, il suffisait de créer un projet, de dire que c'était un projet NFT, Web3, machin. Du coup, tu faisais des levées de fonds énormes parce que les gens se disaient, ouais, super, bah, on va stonks to the moon et puis tout le monde va se faire des millions et c'est pas réel. Et il y a toujours, ça, c'est des mécanismes qui recommencent à chaque fois. Dès que tu as une nouvelle technologie, un nouveau concept, une nouvelle chose qui est en lien avec l'argent. Du coup, je termine assez rapidement. Où est-ce que j'en étais? Pardon, du coup, il faut que je reprenne le fil de ma pensée. Oui, c'est ça, c'est un effet, en fait, c'est ce qu'on appelle un effet de hype, mais comment est-ce qu'on pourrait dire en langage plus traditionnel? Un effet d'aubaine ou un effet d'emballement, en fait. Tout le monde voit que ça rapporte plein d'argent, du coup, tout le monde veut gagner plein d'argent, et ça fait un espèce d'effet boule de neige un peu malsain. Et tu verras que la prochaine grosse technologie, pardon, quand elle va partir, là, on voit de plus en plus avec tout ce qui est en rapport avec le Web 3. Bah, dès que tu vas mettre Web 3 dans ta bio Twitter ou dans ton projet Twitter, les gens ils vont se dire ah ouais, ouais, Web 3, on va faire plein d'argent, métaverse, etc. Et du coup, c'est là où les gens vont investir sans faire leurs recherches. Et ils vont créer des choses qui sont énormes et qui ne sont juste pas gérables, tout simplement par cupidité, parce qu'ils veulent faire de l'argent sans qu'il y ait vraiment de gros fondamentaux derrière le projet. Et ça, je te parle pour le Web 3, mais d'ici 10 ans, je ne sais pas, peut-être qu'on aura des projets qui seront absolument incroyables de tech ou qui nous permettront de faire je sais pas, un truc que je kifferais trop, de voyage dans l'espace où tu diras que tu fais du voyage dans l'espace pour les touristes et tout le monde mettra énormément d'argent là-dedans pour finalement se rendre compte Mm. que c'était juste pas encore réalisable et que tu as toutes ces entreprises qui auront pubé un truc qui n'était pas possible vont s'effondrer et en même temps tu auras énormément de gens qui auront mis énormément d'argent dans ces projets-là qui vont se faire laver par le marché et ça arrivera toujours, c'est normal. C'est des effets de cycle jusqu'à ce que tu aies une réelle adoption sur un projet, un protocole ou une technologie. Ça fait une pente montante où tout le monde veut investir dedans et puis derrière, tout le monde se fait laver et derrière, tu te stabilises. J'ai rien à ajouter à ça. En plus, je sais pas si vous Hop, m'entendez je bien ou drop pas, the mais mic. eh bien, écoutez, on a pas mal, enfin, on a fait tout le programme qu'on devait faire. Donc, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Tonti qui dit que le put de co c'était pour cacher une pause pipi. Non, ce n'était pas le cas. Il y avait une question que j'avais vue tout à l'heure qu'on pourrait prendre rapidement le temps de Hmm, répondre. C'était par rapport à est-ce qu'une entreprise a le droit de posséder des actifs cryptographiques? bonne question. Oui, une entreprise a totalement le droit d'en posséder, a totalement le droit d'en acquérir via de la vente, enfin d'utiliser ce type de mode de paiement. Il y a peut-être deux, trois petites subtilités légales auxquelles l'entreprise doit se renseigner. Il y a peut-être deux, trois, suivant ce qu'elle fait aussi avec cette crypto, elle doit aussi obtenir des autorisations, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Euh, et pour rester ce sujet de législation, en France, euh, en France, bien entendu, quand on possède des crypto-monnaies et qu'on fait de la plus-value, il faut payer des impôts. C'est pas C'est parce ça. qu'on est dans le monde de la crypto que qu'on est caché. Et justement, surtout quand on utilise des plateformes centralisées pour faire les échanges, comme tout le monde en fait, notamment Binance, hein, qui a obtenu ses certifications françaises. Ça veut dire que Binance donne des rapports à l'État en France. Du coup, il faut payer ses impôts quand on fait de la plus-value. Et ça, c'est tout un autre sujet qui peut être un peu long à développer, mais il faut faire attention à ça. Voilà. Oui, de toute façon, c'est les règles du jeu, hein. On passe pas au travers. Il y a des gens qui vont passer un petit peu au travers. Salut Taoda. Mais de toute façon, il faut toujours rester clean parce que vous finirez par vous Ouais. faire rattraper et le jeu n'en vaut pas forcément la Tout à chandelle. fait.
Utilisez des technos propres, utilisez des technos dans lesquels vous croyez et faites des choses pour contribuer à un écosystème, à un environnement et non pas pour juste par effet d'aubaine, pour vous faire un petit billet facile et ensuite vous barrer. Parce que ça ne vous servira pas à grand-chose, vous n'en sortirez pas grandi et vous n'aurez pas forcément pris d'expérience. Alors que si vous vous faites laver sur le marché parce que vous avez fait une erreur et que vous n'êtes pas parti, vous avez des informations que vous avez loupées, ça ne fera que vous former et vous en sortirez plus fort pour les prochaines vagues, que ce soit en investissement, mais aussi par exemple en tant que, je sais pas, que dev, que créateur de projet, créateur de boîte. Toute expérience est bonne à prendre et vaut mieux s'investir vraiment et proprement plutôt que d'essayer de faire les choses à la va-vite et de passer à côté de belles opportunités qu'on aurait pu créer en s'investissant un minimum. Tout à fait. C'était le cadre final. Tac, tac, tac. C'est ça. Impeccable. Bah, je n'ai rien à ajouter. Je pense que c'était une bonne introduction. Les conditions techniques font que, hein, voilà, c'est pas compliqué, c'est pas simple. J'espère que vous m'entendez, vous encore, les gars, à peu près. À peu On près. t'entend encore à peu près. C'est pas évident, mais on t'entend. Vous essayez de deviner ce que je dis. Ouais, c'est ça. On lit sur les Ouais, c'est un peu lèvres. ça. Ok, je suis désolé. Je vais remercier toutes les personnes qui sont venues sur le live. Merci à tous. Bah oui, mais Yana, mais c'est les Merci gars, beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très bien. c'est l'outil qu'on utilise qui, pour une fois, déconne. Alors, je pense que c'est aussi lié au fait que je suis sur mon setup Mac, etc. Ouais, Ouais. il n'y a Euh, que chez nous que le son est bizarre, vous inquiétez pas. Donc merci à tous. Peut-être qu'une fois que voilà que vous serez lancé, qu'il y aura d'autres sujets, et on aura l'occasion de refaire une discussion. C'était en tout cas super intéressant. Les replays sera bien sûr disponible. Alors il y aura replay Twitch et une fois que on sera bon, il y aura un replay de meilleure qualité qui sera dispo sur YouTube. Vous pourrez réécouter tout ça et revoir les parties que vous avez éventuellement loupées. Au début, on a parlé aussi de la blockchain. Après, on est venu sur la crypto et tout ça. Donc il y a plein de beaux sujets si vous voulez vous y intéresser. Merci les gars d'avoir donné de votre temps. Merci à toi pour Euh, l'invitation. C'était très et Ouais, cool. grave. et Merci, puis merci. et puis je vais vous souhaiter bah du coup alors Max c'est pas férié je pense chez toi donc juste une bonne soirée. Moi, il est 10h30 à 22h du soir. Voilà. Et puis Jamy bonne continuation, bon retour sur Twitch dans les prochains jours. Oh, la Ouais, pression. on espère, hein, merci. Ouais, il y a toute ta commune qui t'attend là visiblement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et bah écoutez, à Ouais. très bientôt. Je passe sur l'écran d'outro. Je vais pas me lancer dans un raid et tout parce que j'ai peur que ça fasse tout planter. Donc ça sera pour une prochaine fois. Merci à tous et à Merci à bientôt. On passe tous. sur la outro. Merci.